comme vous le savez, la science juridique est une discipline normative et prescriptive. Le droit dit ce qui doit être. Alors que la science politique s'inscrit du point de vue épistémologique dans une posture objectivante et analytique. Il s'agit de dire ce qui est, ce que l'on constate, ce qui est tangible, les rapports de force, les contingences, etc. Alors, dans l'introduction, j'ai fait le descriptif de l'ensemble des éléments qui constituent le fond du cours, notamment les concepts fondamentaux comme celui du pouvoir, le concept de politique, le concept d'institution, le concept d'État, de démocratie, de parti politique, etc. Alors, j'insisterai juste sur le concept de pouvoir, parce que le pouvoir, quand vous étudiez les sciences juridiques, il est défini en termes d'habilitation, de compétences, d'attribution. Donc, ce qu'on est appelé à accomplir comme tâche en termes d'attribution de compétences juridiques. Alors qu'en sciences politiques, le pouvoir est envisagé autrement. Il y a une distinction qu'il convient de faire d'emblée entre ce qu'on appelle l'analyse juridico-discursive du pouvoir, c'est la perspective juridique classique, et l'analytique du pouvoir qui, elle, va s'intéresser à ce qu'est le pouvoir dans les rapports de force. Et le pouvoir sera envisagé ici comme toute chance de faire triompher sa propre volonté au sein d'une relation sociale, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance. L'autre notion fondamentale qu'il va falloir distinguer par rapport à l'approche dont elle fait l'objet en sciences juridiques, c'est la notion d'État. En première année, vous avez, dans le cadre de votre cours de droit constitutionnel, on vous a donné les éléments, les composantes juridiques de l'État. Donc, il s'agit d'un territoire, d'une population et d'un pouvoir politique donc, qui exerce l'impérium sur cette population-là. Bien entendu, on présume la légitimité légale, rationnelle de ce pouvoir politique. Alors que quand vous envisagez la perspective en sciences politiques, en sociologie politique, l'État va être envisagé dans une perspective beaucoup plus extensive. Et là, j'ai mobilisé dans le cours la définition weberienne de l'État, qui est une entreprise politique de caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès dans l'application des règlements le monopole de la contrainte physique légitime. Donc après avoir étudié le pouvoir, l'État, donc distinguer l'État tel qu'il est envisagé en sciences juridiques et en sciences politiques, le second chapitre que nous allons traiter porte sur les partis politiques. La plupart d'entre vous, bien entendu, ont une idée plus ou moins précise de ce qu'est un parti politique. Quand vous lisez la Constitution, il y a une disposition qui dit expressément que les partis concourent à l'expression du suffrage universel. Donc, les partis, c'est des médiateurs dans le fonctionnement de la démocratie. Dans la démocratie sénégalaise, à quoi servent les partis politiques? C'est une question que je pose à l'entame de ce chapitre. Est-ce que les partis sont ces instances de discussion ou oiseuses qui ne servent à rien, ou est-ce que leur fonction est une fonction capitale dans la mise en œuvre des procédures de la démocratie? Donc le chapitre vous permettra de répondre à cette question. Et autre chose que vous aurez en lisant attentivement ce chapitre sur les partis politiques, c'est ce qu'on appelle les typologies des partis politiques. Il y a plusieurs auteurs majeurs en sciences politiques qui ont réfléchi sur les partis politiques. Donc dans le cadre de ce cours, je vous donne les différentes typologies, les différentes approches qui ont été étudiées, approfondies en sciences politiques. Ensuite, un troisième chapitre est consacré à l'étude de la démocratie, des régimes politiques en général. Qu'est-ce qu'on appelle la démocratie? Qu'est-ce qu'on appelle l'autoritarisme? Qu'est-ce qu'on appelle le totalitarisme? Donc ces trois régimes sont les régimes, donc constituent le triptyque classique des régimes politiques connus en sciences politiques comme en sciences juridiques. Donc nous avons détaillé dans chacun de ces chapitres les composantes du régime politique. Il y a un dernier chapitre qui est consacré à ce qu'on appelle les groupes d'intérêt. Parce que, comme vous le savez, le droit, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que le droit est prescriptif et normatif, le droit dit ce qui doit être. Alors, si le droit dit que seuls les partis politiques officiellement reconnus ont le droit de participer aux joutes électorales, de prendre part aux débats cruciaux qui engagent la vie de la nation, il arrive que, en coulisses,
les pouvoirs publics soient obligés de composer avec des groupes organisés, structurés, qui défendent des intérêts spécifiques, des intérêts catégoriels. Alors à ce moment-là, comment il faut envisager l'organisation, le fonctionnement des groupes d'intérêts? Il y a des pays comme les États-Unis d'Amérique où ce qu'on appelle les lobbies sont intégrés comme quelque chose de tout à fait normal. Quand vous êtes dans une industrie, quand vous êtes dans un groupe qui défend des intérêts spécifiques, par exemple le lobby des armes aux États-Unis qui est très puissant, les États-Unis considèrent cela comme tout à fait normal que ces gens-là puissent aller au Sénat, rencontrer des sénateurs, discuter avec eux pour faire passer ce qui constitue leurs intérêts spécifiques. Donc, alors que dans les pays des démocraties de tradition jacobine centralisatrice comme le Sénégal, donc nous avons hérité du modèle français. Dans le modèle français, les groupes d'intérêts ont mauvaise presse parce que la démocratie française est héritière de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. Donc si vous avez téléchargé le contrat social de Rousseau qui est disponible sur le net, vous verrez que Jean-Jacques Rousseau était contre ce qu'on appelle les groupes intermédiaires. Les groupes intermédiaires, à partir du moment où Rousseau prônait la démocratie directe, il n'est pas question qu'il y ait des groupes qui vont court-circuiter les prérogatives officielles attribuées aux parlementaires, aux partis politiques, pour, en quelque sorte, venir perturber le fonctionnement logique et chronologique de la démocratie. Donc, si vous êtes dans les pays anglo-saxons, les groupes d'intérêt, les lobbies sont acceptés et reconnus, alors que dans les pays comme les nôtres, les groupes d'intérêt sont considérés comme, en quelque sorte, une plaie qu'il faut extirper du système, parce que, effectivement, subir la pression de groupes qui défendent des intérêts catégoriels spécifiques, c'est apporter des entorses graves au fonctionnement, à la transparence de la démocratie. Voilà, chères étudiantes, chers étudiants, les 4 chapitres que j'ai proposés dans le cadre de ce cours. Bien entendu, les points, certains points qui feront l'objet d'approfondissement le seront par les tuteurs qui travaillent sous ma direction. Et je reste à votre disposition éventuellement pour répondre à des questions très précises qui n'auront pas fait l'objet d'approfondissement dans le cadre de ce cours. Bien entendu, j'ai annexé au cours des références bibliographiques, quelques ouvrages classiques majeurs qu'il va falloir consulter et des articles qu'il faut lire, notamment un travail personnel, un livre que j'ai rédigé moi-même sur la démocratie représentative sénégalaise qui vous permettra de voir au-delà de l'approche théorique la mise en perspective des théories, la démocratie, des partis politiques, etc., par rapport à la réalité de la démocratie sénégalaise. Voilà en gros les grandes lignes qui structurent le cours de sociologie politique. Merci de votre attention et je vous souhaite une très bonne année scolaire.